Merci Emmanuel, merci Lucas, Romain et David pour votre invitation. Je suis absolument ravie de vous rejoindre pour ce colloque sur un objet que j'ai rencontré à plusieurs reprises avant que vous me demandiez d'en parler, donc ça tombait très bien. Excusez-moi, j'ai réussi à réactiver le portable, je peux imprimer ma présentation. Et voilà, je vous présente une carte de visite qui est un faux. Bon, je commence mal, mais il n'y a pas de carte vierge dans les archives, vous l'imaginez bien, c'est logique, donc j'en ai retranché le texte pour vous montrer sa sobriété extrême. Cette carte de visite, elle ne dit rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Pierre Segers, quand il l'a fait éditer, n'a plus besoin de se présenter. Et donc, elle ne se distingue pas vraiment, ni de celle d'un autre, ni d'une lettre du même expéditeur. La carte de visite, pour Pierre Segers, c'est souvent le support d'un courrier ordinaire, très dense, recto, verso, surchargé, on le voit ici. Donc un objet muet qui relève du banal courrier. Je risquais un peu la copie blanche, mais j'ai persisté dans ce choix hasardeux parce que j'étais intriguée par cette absence des marques de présentation de soi qu'on peut attendre sur une carte de visite. À cette absence, il y a plusieurs explications. Elle témoigne d'abord du fait que la carte de visite pour Pierre Segers n'est plus un objet d'auto-légitimation à cette époque. Il est suffisamment connu, suffisamment central dans le champ littéraire, il n'y a plus d'enjeu de construction d'images, un dépouillement inversement proportionnel aux besoins de reconnaissance. Mais il se trouve aussi que l'usage de cette carte-là correspond à une décennie pendant laquelle Segers fait littéralement le vide. Elle apparaît, à ma connaissance, à partir de 1971 dans la correspondance de Segers, donc 2 ans après la vente de sa maison à son ami Robert Laffont, une vente qu'il a souhaitée pour se consacrer entièrement à la poésie, pour la lire, pour l'écrire. Il a quitté les responsabilités qui dévoraient son temps, même s'il est toujours directeur de collection, et même s'il se sent encore traqué par des travaux parasites. Je cite donc sa correspondance à Humeau en février 1976, qui n'est pas au tableau, mais correspondance par ailleurs. Tu sais bien que depuis 6 ans, je ne m'occupe plus de la maison d'édition, que je ne participe plus aux réunions. Le pianiste a quitté son tabouret pour ne pas périr fusillé. Ailleurs, on lit dans la correspondance au même trop de précipitations, de travaux, de départ, aux dépens de l'amitié, de la poésie, etc. La carte de visite est souvent le support d'une complainte du poète pressé. Elle dit constamment la tentative de s'abstraire de ce qu'il appelle l'éprouvette du temps parisien, et de prendre la fuite, de quitter le tabouret, ou, comme il écrit à André Freinet en 1979, de tout plaquer pour te lire. Pour comprendre la singularité de ce moment précis, il faut revenir à ce qui a précédé cette carte. Donc je vous montre une carte de 1941, qui n'est pas une carte de visite, plutôt une carte postale, et qui n'a rien à voir avec cette carte dépouillée de 71. En lieu et place d'une carte de visite, donc il s'était fait faire une carte postale, autrement démonstrative, vous en conviendrez. Pourquoi une carte postale? Eh bien, pour assurer le courrier ordinaire, à une époque où celui-ci est contrôlé, constamment ouvert, et en même temps se créer une image d'éditeur. Segers y fait représenter le village des Angles, où il a élu domicile, où se trouve aussi sa maison d'édition, et il le fait représenter par Jean Angladon, qui a réalisé la couverture de la revue Poète Casquet. Et ainsi, il fait fusionner 2 objets, la carte de visite et le frontispice, dans un objet singulier qui est destiné à une circulation maximale, évidemment. Ce que dit cette carte qui est très bavarde, contrairement à la première, c'est l'éthos du petit éditeur artisan provincial, retiré dans la nuit du village, qui est aussi un éditeur résistant en charge de la publication de poésie de contrebande. Et le dos de cette carte envoyée à Jean Ballard revendique cette identité de manière particulièrement explicite. Voici une petite vue des Angles où j'espère avoir le plaisir de vous recevoir un de ces prochains jours. Vous y verrez comment travaille à son établi un agricole perdiguier de la poésie. Entre cette première carte de 41 et les années 70, il y a toute une abondante correspondance dactylographiée sur papier en tête des éditions Segers, comme vous pouvez l'imaginer, mais l'éditeur, s'il dactylographie, est toujours secondé par le poète qui ajoute un mot manuscrit pour dire le temps qui manque à l'amitié, à la lecture, comme il le fait sur les cartes de visite que je vous ai présentées. Et puisque nous sommes dans un colloque sur la carte de visite, je vais pousser le bouchon typographomane jusqu'à souligner la différence pour moi extrême entre cette deuxième carte. Je crois que la projection ne rend pas vraiment justice à la différence de police. La police est très différente. Dans le premier cas, elle est sans empattement. Ici, c'est une police avec empattement. On ne le voit pas très bien, mais il y a aussi une adresse qui est ajoutée. Et
et il me semble qu'elle note tout de même une évolution, elle marque tout de même une évolution par rapport à la première, et elle apparaît dans la fin de la décennie 70, en 79, sur cette carte adressée à André Fresneau. Donc c'est une carte revue et corrigée, pourvue d'une adresse avec une police un peu sophistiquée, copperplate gothique, qui renvoie donc à la grande tradition des graveurs, et qui montre aussi que Segers est redevenu l'éditeur féru de typographie, qui en fait il n'avait jamais cessé d'être. Il a reconquis à cette époque, en dehors des éditions qui portent toujours son nom, mais qu'il ne dirige plus, il a reconquis une sorte de place qui est la sienne, une sorte de Querencia loin de l'arène, en fondant avec Colette Segers les ateliers de la Tour, retour au modèle artisanal, au 228 boulevard Raspail. Eh bien, je vais terminer là simplement en soulignant que ça souligne sa capacité à se réinventer en fuyant toujours ce qu'il a construit et qui constamment menace de l'engloutir.